Alors, mon Pacalou, là, cette définition précise, mathématique d'une intégrale, tu disais. Puis alors, le lien avec la dérivée, t'as rien compris. Intégrale au sens de Riemann, Smarty. Oui, oui, c'est ça, avec tes bâtonnets, là, tes rectangles, tu faisais des surfaces, puis après, tu faisais la somme de tous les rectangles, là. Eh bien, on passe ça tranquillement maintenant, Smarty. Alors, voici ici, pour démarrer, la formule de Riemann, hein, telle qu'on l'a illustrée la fois dernière. L'air sur la courbe, c'est la somme de tous les bâtonnets. Donc, la somme de k égale 1 à n des bâtonnets, c'est-à-dire le point qui est là donne la hauteur f, et puis la largeur du bâton, c'est b moins a sur n, puisqu'il y a n bâtons. Et on va faire tendre le nombre de bâtons vers l'infini, limite de n vers l'infini de tout ça. Et il se trouve que ça se note intégrale de a à b de f de x dx. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une fonction grand F et je vais la définir comme ça. Je vais dire que grand F, c'est l'intégrale de a à x de f de t dt, où a est une valeur arbitraire. Une valeur arbitraire, mon pacalou? Oui, oui, Smarty, ça veut dire une valeur quelconque, fixée de manière aléatoire ou volontaire. On décide ici de prendre un réel a et de s'en servir dans la formule de grand F. De voir, mon pacalou, de voir. Et alors? Eh bien, regarde maintenant, Smarty. Je vais essayer de calculer la dérivée de cette nouvelle fonction grand F. Par définition, la dérivée de grand f en x, ben, ça s'écrit, notez grand f prime de x, hein, c'est la limite quand h tend vers 0 de grand f de x plus h moins grand f de x que divise h. On a déjà vu la fois dernière. Oui, oui, je m'en souviens, mon pacalou. Et bien donc, je vais maintenant remplacer ça dans la formule avec la définition de grand f. Donc ça me donne grand f prime de x égale limite quand h tend vers 0 de l'intégrale de a x plus h de f de t dt moins l'intégrale de a x de f de t dt, le tout que divise h. Et alors, il y a une propriété bien connue des intégrales, juste ici, là, qui me permet de dire que la différence de ces deux intégrales, c'est exactement égal à l'intégrale de x à x plus h de f de t dt. Le tout que divise h, bien sûr. Alors, comme la fonction f, on l'a fait varier de pour x égale x à x égale x plus h, enfin, sur ce petit intervalle-là, forcément, comme c'est une fonction continue, elle a un minimum et un maximum de f entre x et x plus h. Donc, après, je vais l'appeler min, le minimum, et max, le maximum. Ça veut donc dire que l'intégrale de x à x plus h de f de t dt que divise h, lui, forcément, à un moment ou à un autre, il va être plus grand que la fonction minimum, où je multiplie par la même taille de bâton, divisé par h, et il va être forcément plus petit que le max. Pareil que multiplie la distance du bâton, et le tout que divise h. Alors le x plus h moins x, ça se simplifie, il me reste que le h, et le x plus h moins x ici, se simplifie, il me reste que le h. Mais comme j'ai h en haut et en bas, tout ça se simplifie, et il me reste la formule limite quand h tend vers 0 de minimum est inférieur ou égal à grand f' de x, qui est inférieur ou égal à la limite quand h tend vers 0 de maximum. Min et max, je te rappelle, hein, c'est les valeurs minimum et maximales de la fonction f dans cet intervalle qui va de x à x plus h. Mais quand h tend vers 0, eh bien, ça veut dire qu'à un moment, on va être très 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 proche, et le min, il va tendre aussi vers la valeur de f de x, et le max aussi. Donc on voit par continuité que la limite quand h tend vers 0 de ce min, c'est égal à f de x, qui est lui-même égal à la limite quand h tend vers 0 de max. Et donc à la fin, il nous reste très exactement f' de x égale f de x. Alors cette démonstration, elle n'est pas tout à fait rigoureuse, je suis d'accord, mais elle est suffisante pour notre illustration. Et on dit que grand f est une primitive de f, et on a note grand f de x égale intégrale de a à x de f de t dt. Mais comme tu vois que a est arbitraire, en fait on a une infinité de primitives de f. Il suffit de choisir a comme on veut, et ça revient à dire aussi que la primitive de petit f, c'est grand f plus une constante. C'est étant une constante arbitrairement pas calou, vous avez compris? Exactement, c'est parti. Et donc si grand f est une primitive de petit f, alors f est la dérivée de grand f, on vient de le voir, et puis inversement. Si f est la dérivée de grand f, alors grand f est une primitive de petit f. Mais du coup, comment tu interprètes la primitive, mon pacalou? C'est pas clair pour moi, là. La dérivée, ça donne une idée de la vitesse de la croissance d'une fonction, tant toute variation, ça doté. Mais la primitive, eh bien, une primitive, ça fait l'inverse, Marty. C'est-à-dire qu'à partir d'un taux de variation connu, on peut retrouver les valeurs initiales. Mais tu as dit que c'était la surface que ça calculait, mon pacalou. Mais bien sûr, Smarty. Et cette surface intègre, somme, explique les variations de la fonction. Pour un tout petit delta x ici, là, tu vois, tout petit, tu vois ce rectangle de surface f de x fois delta x, ça représente l'accroissement de la surface. On est d'accord. Donc ça fait f de x fois delta x. Donc le taux d'accroissement, c'est l'accroissement f de x fois delta x que divise
delta x, comme on l'a vu là, déjà aussi plusieurs fois. Mais du coup, tu as delta x en haut et delta x en bas, ça se simplifie, et on trouve in fine exactement f de x. Donc f de x, c'est bien le taux d'accroissement de la surface en bas, donc le taux d'accroissement de grand f de x, donc la dérivée de grand f en x. Mais alors, du coup, pour intégrer, il faut d'abord connaître les dérivés, mon pacalo. Bah oui, c'est un peu ça, c'est parti. Alors, on verra ça justement dans la prochaine vignette de cette mini-série pour continuer de vivre ensemble ces aventures mathématico-physico-golfiques. Des hâtes, mon pacalo, des hâtes.